Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour à tous et toutes. On va très bientôt démarrer, il est 13 heures. On va peut-être attendre une minute que les derniers participants arrivent. Je vois que le compteur monte. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ce midi pour ce premier cycle de conférence Learning Sphere Experience 2015. Aujourd'hui, comme vous le savez, la conférence qui nous réunit va porter sur la question de l'e-learning et du transmédia. Elle va être animée par Anne-Charlotte Chaput et Maude Bourgeois ici présente. Pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes conférences, je rappelle qu'elle fait partie d'un cycle de 7 webconférences tous les jeudis jusqu'au 12 novembre entre 13h et 14h comme aujourd'hui. Pour vous inscrire et retrouver tous les détails du cycle, vous pouvez évidemment vous rendre sur notre site internet learning-sphere.fr. Avant de commencer, je vous propose une rapide vérification technique, on ne sait jamais. Donc est-ce que tout le monde nous entend? Pour être bien sûr, je vous propose d'écrire le nom de votre ville dans le chat, qui doit se situer dans le panneau à droite de votre écran. On voit qu'il y a Comme des ça vous habitués. permettra. On voit Ouais, qu'il y a des ça vous habitués parce que permettra de. les gens dégainent. Donc, de Aix, Rennes, Valenciennes, familiariser avec. Paris, Ah Châteauroux, oui, Tours, on Clermont-Ferrand. a des participants de toute la France, c'est magnifique. Si ça marche pas chez vous, dites-le nous aussi dans le chat, hein. On prendra le relais pour vous aider. Euh, et puis autre question, est-ce que vous voyez bien l'écran partagé? De la même façon, si vous avez un léger bug chez vous, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Donc vous l'aurez compris, quel que soit le souci d'ordre technique que vous rencontrez, vous pourrez utiliser cette fenêtre et puis un intervenant de l'association prendra en charge votre demande. Et j'en profite par ailleurs pour vous indiquer que si vous avez des questions à poser durant l'intervention, durant la conférence aux intervenantes, nous vous conseillons également d'utiliser cette même fenêtre de chat, ce sera bien pratique. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots rapides concernant Learning Sphere, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore l'association. Donc Learning Sphere est une association de consultants indépendants, travaillant tous dans le domaine du digital learning. Euh, J'ai un petit arrêt sur ce terme indépendant parce qu'il désigne non seulement notre statut de freelance, mais également le fait que nous ne dépendons d'aucun éditeur sur le marché. Et nous tenons à ça. C'est la garantie pour nos clients d'une liberté totale quant au choix de solutions que nous pouvons amener à proposer. Et c'est pour nous un gage de sérieux vis-à-vis des gens avec qui nous travaillons. En deux mots, l'association a été créée en 2010, elle compte une vingtaine de membres, chacun avec ses domaines d'expertise qui vont de la stratégie digitale au graphisme en passant par le tutorat ou l'ingénierie pédagogique. Et évidemment, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet dont vous voyez l'adresse à l'écran. En ce qui concerne la webconférence d'aujourd'hui, nous sommes donc 4 pour vous accueillir et vous accompagner. Béatrice Huillier, bonjour Béatrice, qui sera votre Bonjour à tous. interlocutrice technique et votre community manager sur cette session. Moi-même, Laura Barre, je suis consultant e-learning et je vais guider vos échanges. Donc je le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas encore là, je vois que les participants continuent à arriver. Utilisez bien la fenêtre de chat si vous avez des questions à poser aux intervenants du jour. On se fera un plaisir de les retranscrire. D'ailleurs, nous avons prévu, pour tout vous dire, une demi-heure, 30 minutes d'intervention et puis un quart d'heure, 20 minutes à la fin pour les questions-réponses que nous animerons avec Béatrice. Donc voilà, nous avons prévu une heure ensemble. Il est à mon compteur 13h04. Nous terminerons à 14h. Alors je laisse à présent la parole à Anne-Charlotte Chaput et à Maude Bourgeois. Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente pour commencer Maude Bourgeois, conceptrice pédagogique, réalisatrice multimédia à son compte. Elle est spécialisée dans la conception et la production de learning games et de vidéos institutionnelles, éducatives. Et ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est qu'elle s'intéresse particulièrement aux nouvelles formes d'écriture interactive. Vous pouvez retrouver son profil sur LinkedIn. Je vous invite à aller consulter son profil pour en savoir plus. Voilà. Et donc, c'est à moi maintenant de vous présenter Anne-Charlotte Chaput, donc consultante également en digital learning, fondatrice d'HEO, HEO Consulting. Donc, vous pourrez retrouver le site en bas de l'écran, heo.fr.
Donc Anne-Charlotte est spécialisée en conception pédagogique, en gestion de projet digital et elle intervient également en conseil et en ingénierie de la formation. Elle explore également toutes les nouvelles formes de storytelling pour la formation et c'est pour cela notamment que nous avons aussi décidé de faire cette webconférence ensemble. Voilà. Pour la petite histoire, Maud et moi nous connaissons depuis maintenant 13 ans, je pense, et on a travaillé ensemble à plusieurs reprises, en entreprise et en freelance. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, en réfléchissant, en cogitant et en travaillant sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. Alors, ce fameux sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quoi? Donc, c'est le transmédia et plus particulièrement le transmédia est allié au monde de la formation. Donc, bienvenue à cette webconférence. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment l'émergence de la culture transmédia peut nous permettre de créer des dispositifs de formation engageants. Donc, il y a beaucoup de nouveaux mots, ou en tout cas quelques-uns dans cette première phrase. Donc, on a effectivement le mot transmédia. Donc, qu'est-ce que le transmédia? Donc, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais vous êtes curieux, vous avez envie d'en savoir un peu plus. Vous connaissez et vous le pratiquez. Donc, vous êtes au bon endroit, quoi qu'il arrive, quel que soit votre niveau de connaissance, restez avec nous. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de discuter, de créer une discussion autour de ce terme un petit peu ovni, un petit peu valise, fourre-tout, qu'est le transmédia. Le transmédia est effectivement un concept mouvant, vivant, comme on peut le voir au travers de différents événements ou de différents groupes de discussion, forums. Le transmédia est un phénomène culturel qui prend de plus en plus de place et qui suscite de plus en plus de réflexions, de discussions et d'intérêt. Avant d'aller plus loin, Maud, je te propose qu'on leur demande de répondre à une première question qui nous permettra de connaître un tout petit peu mieux voilà, qui on a aujourd'hui avec nous. Alors, est-ce que ça s'affiche? Oui. Bien. Alors, si vous pouviez répondre à notre petite question sondage, ça nous permettrait de savoir comment vous vous positionnez déjà par rapport au sujet du jour. Est-ce que c'est complètement nouveau pour vous? Voilà. Est-ce que c'est un concept un peu obscur? Est-ce que vous maîtrisez? Comme on vous l'a dit juste avant, c'est un objet en devenir et donc ça se construit et ça se définit aussi au gré des projets, des expériences. Donc, ce qu'on vous propose, c'est dans un premier temps de poser une définition sur cette notion au travers de citations, de références, d'exemples. Et puis, ça nous permettra comme ça, en fait, d'un côté, de familiariser les plus novices d'entre vous avec la notion et donc de nous assurer qu'on parle bien tous la même langue par la suite. Et puis, donc, dans un second temps, eh bien, on vous donnera des conseils pratiques pour justement intégrer les ingrédients du transmédia dans un projet de formation. Ou en tout cas, si je puis me permettre, avant de les intégrer, en tout cas, de s'en inspirer. Oui. On arrive presque au 100%, mais on est à 91%. Alors, est-ce que les derniers veulent bien répondre pour pouvoir fermer ce sondage? Non? Eh bien, je vais fermer ce sondage alors. Il est possible qu'il y ait quelques membres de Learning Sphere qui ne répondent pas. Ah, d'accord. Alors, est-ce que oui, le résultat s'affiche? En effet. Bon, vous êtes nombreux, mais c'est kiff-kiff en fait, entre c'est complètement nouveau et c'est un peu obscur. Seulement 2% disent pratiquer le transmédia. Voilà. En tout cas, de toute façon, nous, on a prévu de parler à tout le monde. Donc, nous allons pouvoir continuer avec la suite. Si, voilà. Et la suite, en fait, c'est un deuxième sondage. Un deuxième sondage. Donc, suspense, encore un peu de suspense par rapport à ce qu'est peut-être le transmédia. On est tous impatients d'y aller, mais on a besoin d'une autre petite info pour apprendre à mieux vous connaître et aussi pour pouvoir introduire en fait une autre dimension du transmédia qui est importante, c'est la transdisciplinarité. Donc, la question de ce sondage, c'est
pour connaître votre secteur d'activité. Donc, Est-ce que Sophie bien cette question? Alors oui. Je ne la vois pas. Oui, oui. Donc voilà. Donc dites-nous dans quel secteur d'activité vous vous situez et ça nous permettra, nous, effectivement, de mieux connaître, de mieux vous connaître. Bah déjà, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que la plupart quand même d'entre vous travaillent dans le monde de la formation, digital learning ou pas, quelques-uns en RH, talent management, très peu en management, business unit, voilà. En tout cas, je vais donc 83%. Je vais laisser encore répondre. Ce qui est intéressant, bon, c'est que vous êtes dans le domaine de la formation et le transmédia vous intéresse, en tout cas vous avez tendu l'oreille et ça nous rassemble aujourd'hui. Ce qu'on voudrait aussi dire, c'est que le transmédia, c'est transdisciplinaire. Et que, imaginons que demain, et si on faisait par exemple partie de la même organisation, si on montait un projet transmédia, on aurait l'occasion, on devrait même travailler ensemble pour monter ce projet. Parce que dans un projet transdisciplinaire, on a besoin des compétences, de compétences complémentaires. Et voilà. Donc aussi bien au niveau de la com que de la formation, le management, on le reverra par la suite. Donc je ferme le sondage et je vais le partager. Voilà, 10% dans les RH, talent management, 88% dans la formation et digital learning, 2% en management. Ok. Ok. Donc, allons-y, enfin, transmédia, de quoi parle-t-on? Donc, en fait, bon, pour aborder la chose simplement, on peut déjà identifier deux termes dans le mot transmédia, le mot trans et le mot média. Donc, comme on vient de vous le dire, dans trans, on a transdisciplinarité, donc les pratiques transdisciplinaires complémentaires, et on a média, donc on parle également de supports médiatiques, de supports utilisés pour faire passer des messages. Donc, on ne peut pas parler de transmédia aujourd'hui sans parler de Henry Jenkins, donc, qui est à l'origine de ce mot et qui l'a en fait créé en même temps que la définition. Donc, pour ceux qui connaissent le transmédia, vous le reconnaîtrez sur le poster, c'est le monsieur avec la barbe. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, c'est l'occasion de le découvrir. Donc, Henry Jenkins, qui en fait est un théoricien de la narration transmédia storytelling. C'est l'un des premiers à avoir étudié la culture participative et la culture de fan. Voilà. Ouais. Donc en fait, selon lui, une œuvre transmédia, donc il y a vraiment trois éléments clés à retenir. Le fait que ce soit un contenu qui soit déployé sur des supports complémentaires et qu'on est donc dans du storytelling, dans une forme de narration. Donc on raconte une histoire sur différents supports complémentaires et on permet donc à un public d'être actif. Et c'est nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement l'engagement du public par rapport à l'histoire. Donc, on pourrait se demander ici, puisque si finalement on reformule un peu cette définition, bon, où est la nouveauté? Puisque bon, on dit qu'on raconte une histoire sur des supports complémentaires et qu'on a affaire à un public qu'on engage dans le récit. Donc, nous, la question qu'on se pose, c'est si tout ça, ça existe déjà, qu'est-ce qui fait que c'est nouveau et pourquoi on parle de phénomène transmédia? Donc, c'est là qu'on vous emmène dans un peu d'histoire pour justement comprendre la spécificité du transmédia. Donc, on est d'accord que l'homme s'est toujours nourri d'histoire et s'est toujours construit au travers de récits. Donc ça fait 6000 ans que l'homme raconte des histoires. C'est pour ça qu'on vous a mis une belle photo des grottes de Lascaux. Donc l'art de raconter des histoires n'a jamais vraiment changé et la plupart des histoires sont toujours un peu les mêmes que l'on recycle. Si on parle des différentes mythologies, on y trouve beaucoup de similitudes. Donc qu'est-ce qui change finalement? C'est l'innovation technologique, c'est-à-dire que chaque époque va apporter son lot de nouvelles
technologie et que donc ce sont les supports et les moyens mis en œuvre pour raconter les histoires qui ne cessent d'évoluer. Donc on peut citer plusieurs exemples. Quand la poste est arrivée ou quand la radio est arrivée, ce sont effectivement des innovations technologiques qui ont aussi changé nos rapports à l'histoire. Avec la radio, on a les premiers épisodes radiophoniques et on a une première logique donc d'histoire racontée par épisode, si c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, c'est pour ça qu'en fait, l'innovation technologique, nous, on veut bien la prendre comme un moteur, comme un facilitateur pour inventer de nouvelles formes narratives, mais ce n'est pas tout. Pour caractériser le phénomène transmédia qui nous intéresse aujourd'hui, on va aller, nous, du côté des années 2000 et donc de ce qu'on appelle aujourd'hui la convergence. Et c'est cette convergence technologique et culturelle qui va favoriser l'émergence de cette culture transmédia. Donc, qu'est-ce que c'est que la convergence technologique? C'est donc, dans les années 2000, on a des systèmes d'information qui convergent, qui sont interconnectés et intégrés. Donc, on a aussi la multiplicité de terminaux, donc l'apparition des smartphones, des tablettes qui convergent et qui sont connectés à nos ordinateurs, notamment via Internet. Donc cette convergence technologique induit aussi de nouveaux usages. Et c'est au travers de ces nouveaux usages qu'on peut parler de convergence culturelle et donc dire qu'au travers de tout ça, on voit arriver une communauté ou des communautés participatives. Et c'est cette émergence en fait des communautés participatives qui nous intéresse et qui nous intéresse par rapport au sujet pour lequel on est là aujourd'hui, à savoir les liens qu'on peut faire avec le monde de la formation, mais c'est aussi ce qui caractérise le transmédia. C'est l'émergence donc de communautés participatives et la façon dont les individus vont pouvoir prendre part, coécrire les histoires qui leur sont proposées. Voilà, donc à ce stade, donc j'espère que voilà, on a fait on s'est pris un gros bout là, donc j'espère que tout ça a été clair pour vous. Oui. Mais donc en tout cas à ce stade, ce qui nous paraît important, c'est de vous poser une question afin qu'on puisse distinguer des termes que vous avez sûrement déjà entendus, qui sont donc le plurimédia, le cross-média et le transmédia. Bah oui, la question c'est plurimédia, cross-média, transmédia, sont-ils synonymes? Voilà, ça peut paraître une question simple, pas forcément. Nous en sommes à 60% de votants. Ouais. Ça continue d'augmenter. J'en profite pour faire une petite aparté. Certaines personnes ont eu des petits problèmes de son au démarrage. Il semblerait que tout soit rentré dans l'ordre. Mais si vous continuez à avoir des petits soucis, je vous conseille une première chose, c'est de débrancher et rebrancher votre casque, parce qu'on a fait l'expérience que certains casques n'étaient pas très bien reconnus par GoToWebinar, donc vous pouvez déjà tenter ça. Pendant que vous terminez de répondre, et peut-être pour vous apporter des pistes, des indices, donc on a dit qu'on a vraiment une rupture puisqu'aujourd'hui, avec la convergence des médias et l'évolution des usages au travers des médias et des interfaces, le consommateur en fait revêt un rôle différent. Il est plus passif. Et donc on change un peu de logique. On n'est plus dans une consommation de messages qu'on veut bien nous envoyer, mais il y a quelque chose qui passe dans les deux sens. Une interaction. Une participation. On est toujours à 80%, 83%. Oui. On a une tendance déjà? Voilà, je vais fermer le sondage, histoire d'avancer. Il s'affiche, voilà. Donc, ça nous permet d'enchaîner. En fait, ce qu'on va vous proposer là, c'est de
d'illustrer ces différentes approches, enfin en tout cas ces termes, par un exemple, pour mieux comprendre. Voilà. On a pris l'exemple du Petit Prince, l'œuvre originale de Saint-Exupéry, pour nous permettre d'aborder les termes d'adaptation, plurimédia, cross-média et transmédia. Voilà, alors on parle d'adaptation. Voilà, donc une adaptation, c'est transposer une œuvre originale vers un autre média. Donc, par exemple, ici, Le Petit Prince, le livre du Petit Prince adapté au cinéma, adapté au théâtre. Alors, bon, pour tout de suite ancrer par rapport à votre activité professionnelle, en tout cas dans la majorité, c'est-à-dire la formation, en formation, ça donne quoi une adaptation? C'est par exemple adapter un Est-ce que cours tu pourrais magistral en partager ton mode écran, s'il te e-learning. plaît? Excuse-moi de te couper, mais on ne voit pas ta présentation. On ne voit pas ma Non, présentation. on voit le sondage là. Tu n'as pas masqué. Ah oui, merci. Voilà, je t'en prie. Merci, merci. Alors effectivement, c'est mieux avec le schéma. Donc vous pouvez voir Le Petit Prince, le livre original, et l'adaptation en film, au théâtre. On peut imaginer d'autres types d'adaptations, bien sûr. Donc ce que je disais, c'est en formation, voilà, ça serait adapter un contenu, un cours magistral, par exemple, en e-learning. Ce qui nous permet de passer au terme plurimédia, à l'approche plurimédia. Maud, Ouais, dans une approche plurimédia, en fait, on décline. Donc l'idée, c'est toujours de décliner un contenu sur différents médias. Donc par exemple ici, on reparle du livre Petit Prince qu'on adapte pour le cinéma. Donc on passe du livre au format pellicule. Et donc pour faire la promotion de ce film, on fait une série, donc on fait une bande-annonce et puis on met en ligne un site et puis on vend des produits dérivés comme des jouets. Là on vous a mis l'avion et le petit renard. Voilà, donc ici on est dans une multiplicité de médias, mais qui n'interagissent pas entre eux. Voilà. Donc, en formation, ça donnerait quoi? Ça donnerait un cours magistral décliné sur plusieurs médias, donc un e-learning, des fiches PDF, des vidéos, mais qui sont conçus donc, et consultés sans logique de progression ou de parcours pédagogique. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à un scénario pédagogique qui permettrait de lier tous ces médias entre eux. Donc un exemple, ce serait donc des ressources pédagogiques en ligne sur un LMS mises à disposition. Donc on peut y accéder, piocher, mais on n'a pas de notion de parcours pédagogique, ni de niveau, ni de progression. Donc ça, c'est ce qui caractérise l'approche plurimédia. Donc dans une approche transmédia, les choses se complexifient ou en tout cas se densifient un petit peu. Donc là, on va privilégier en fait l'harmonisation du message. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va vraiment rentrer dans une logique de progression et de quête. C'est-à-dire qu'on va structurer la façon dont le consommateur ou la cible va aller d'un média à un autre et on va l'encourager à parcourir des étapes. Donc là, si je dois vous commenter le schéma, ça donne qu'on part du livre en haut à gauche, on l'adapte au cinéma, donc là on va sur le bas du schéma. Et puis donc ce film nourrit d'autres univers comme donc les produits dérivés, le parc à thème par exemple. Donc voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que on a donc symbolisé au travers du QR code. Au travers du QR code, on a une logique de parcours. C'est-à-dire que dans un premier temps, donc, on va demander à la cible de se connecter via le QR code au site internet sur lequel on va trouver de l'information, des jeux voilà, sur la sortie du film. Et en fait, c'est dans cette logique de progression et de quête qu'on se trouve dans l'approche cross-média. Donc en formation, ça donnerait quoi? Ça donnerait un parcours de blended learning, par exemple, dans lesquels on exploite et on optimise chaque média par rapport à sa spécificité. C'est-à-dire qu'on va construire un scénario pédagogique
et on va mettre en avant une logique de progression et de parcours. On va commencer donc par proposer un certain contenu en présentiel, par exemple, pour pouvoir permettre de faire des jeux de rôle, par exemple, et de faire ressortir des enjeux ou des problématiques qui après seront traités en ligne via des exercices, par exemple, de résolution de problèmes. Voilà. J'allais juste ajouter je me permets juste oui. de vous interrompre parce qu'il y a une question qui revient un petit peu au concept de base qui est c'est quoi le blended learning? Vous avez utilisé le terme learning. Ah, pardon. Voilà. Alors, ok. Mais le blended learning, c'est en fait c'est le fait de proposer on va dire un dispositif de formation qui allie différentes modalités de formation, par exemple modalité et aussi support média. Par exemple, d'avoir selon un découpage, un rythme, une progression pédagogique, d'avoir peut-être de commencer par un regroupement en présentiel, ensuite d'enchaîner avec quelques modules e-learning pour se familiariser avec des concepts, avec les fondamentaux de la thématique, puis d'avoir, pourquoi pas, un événement qui regrouperait tout le monde, mais pour faire un jeu tous ensemble, ou encore une classe virtuelle. Voilà, en fait, c'est proposer des modalités d'apprentissage, de formation, sur différents médias ou selon des scénarios pédagogiques différents et qui sont choisis parce que, en fonction certes de contraintes du style on ne peut pas se déplacer par exemple, on est forcément à distance, mais aussi en ce que chaque média sait faire de mieux. Voilà, enfin ça, ce serait l'idéal. Par exemple, un regroupement au début de formation parce qu'il faut faire connaissance et que faire du lien, créer du lien, le faire en présentiel, ça peut être quand même facilitant, notamment si on suit un parcours sur un an, par exemple, un parcours diplômant. Voilà, mais tout cela s'articule en fonction de ce que les pédagogues et toute l'équipe en fait qui monte le dispositif, tout ce qu'ils ont en tête par rapport à leurs contraintes, leur contexte, voilà, mais par rapport au public évidemment. Donc blended en fait, bon, on peut dire formation mixte, un mix de modalités, un mix pourquoi pas de scénarios pédagogiques aussi. Bon, j'espère avoir répondu à la question. On peut argumenter, on pourrait aussi y revenir plus tard. On peut y revenir à la fin dans la session de questions-réponses, dans l'échange qui est prévu à la fin, tout à fait. Voilà. Donc revenons à nos moutons, sans faire de jeu de mots avec le Petit Prince. Donc le Petit Prince en transmédia. Donc là en fait, ce qu'on a voulu vous proposer, c'est donc de décliner jusqu'au bout l'approche donc du Petit Prince et de voir ce que ça donnerait en transmédia. Donc ici, vous voyez, on a bien l'œuvre originale de départ en haut à gauche, qui est donc le bouquin, Le Petit Prince. Et dans le dispositif transmédia, qu'est-ce qu'on aurait? Donc, on aurait donc un film, bon, l'adaptation du livre, hein, rien de nouveau. Mais en fait, ce qu'il faut voir directement, c'est que là, on a des flèches à double sens. Donc, c'est que chaque média, en fait, va peut-être un point d'entrée dans l'univers. Donc, on ne parle plus vraiment d'histoire, on parle d'univers. On crée un univers autour de l'œuvre originale du Petit Prince. Donc là, on a en haut à gauche un film, à droite un jeu vidéo, en bas une série, donc Le Renard, c'est une série de bandes dessinées sur des personnages secondaires de l'univers du Petit Prince. Donc on aurait typiquement toute une série sur la vie du renard, la vie, son œuvre, sa vie, son œuvre. On aurait donc en bas à gauche une série télévisée donc, qui s'inspirerait donc du Petit Prince, une série télévisée qui voilà, développerait des énigmes secondaires en fait qui sont effleurées dans le livre ou dans le film, mais qu'on choisit en fait de développer ici dans la série. Donc on a donc un univers, on s'éloigne quelque part de l'histoire, on n'est plus dans l'adaptation puisqu'on se permet, on se donne la liberté en fait d'aller plus loin que ce que le livre nous propose et on le fait au travers de médias et de supports qui
eux-mêmes donnent la possibilité donc au public, aux fans, d'interagir avec l'univers, et notamment là dans le jeu vidéo, c'est très flagrant puisque on sait très bien que les jeux vidéo, le principe c'est la délinéarisation de l'histoire, et donc d'être le propre héros en fait de l'histoire qu'on construit au fur et à mesure, voilà, en jouant. Donc on a effectivement la possibilité d'interagir avec l'univers du Petit Prince, donc au travers du jeu vidéo, mais je voudrais juste ajouter par rapport aux jeux vidéo, on peut aussi imaginer, alors, bien sûr, parce qu'on s'identifie à un personnage et qu'on passe des niveaux, on est le héros de l'histoire et on vit l'histoire, on peut imaginer aussi que dans le jeu vidéo, on donne la possibilité aux joueurs de créer de nouveaux niveaux de jeu. Voilà, de jeu. Ce qui ajoute encore le côté non seulement participation, mais co-création. De l'histoire, oui. Et un autre élément aussi auquel on avait pensé, c'était de se dire qu'en fonction de la participation, des votes, du public, des fans, les auteurs pourraient donner une suite différente, en tout cas donneraient dans un tel dispositif, une suite différente aux épisodes de la série télé, par exemple. Voilà, donc l'idée c'est que le public interagit avec les différents médias et au travers donc d'outils de réseaux sociaux, hein, comme bon, les Facebook ou enfin voilà tous les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, les forums notamment. Donc les fans s'emparent de l'univers et se l'approprient au point que les scénaristes, et ça s'est vu par exemple dans plein de séries comme Lost ou même Game of Thrones, où en fait les scénaristes adaptent l'écriture des prochains scénarios en fonction aussi de la façon dont les fans réagissent aux épisodes et à l'univers qui leur est proposé. Donc en fait voilà, si on doit résumer ce qu'est le transmédia, pardon, merci. Donc si on doit résumer ce qu'est le transmédia, c'est que le tout est plus satisfaisant donc, que la somme des parties. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est vraiment dans une logique de création d'univers. Voilà. Donc si on regarde le schéma, on voit en haut à gauche the old world, donc le vieux monde, où on a ce qu'on a en fait dans une approche plutôt plurimédia, des blocs qui sont là mais qui n'interagissent pas ou voilà, qui coexistent sans interaction. Puis on a donc des blocs qui sont déjà plus ou moins organisés si on lit le schéma vers la droite. Et on arrive au New World, donc au monde du transmédia, où on a des blocs qui s'emboîtent à la perfection et qui créent une nouvelle forme en fait à la fin. Je voudrais juste ajouter par rapport à la narration et excusez-moi, je reviens en arrière, et au schéma qu'on a vu sur le dispositif transmédia pour le Petit Prince, ou pour toute autre histoire, que là on a des liens, des flèches bidirectionnelles, et on a aussi, ce qui est très important, c'est de voir qu'on peut vraiment rentrer dans l'univers par n'importe quel point d'entrée. Et qu'ils se font écho, mais on n'est pas obligé de tous les parcourir ou voilà, ou en tout cas pas dans un ordre précis. Voilà, ce qui explique bien que par rapport au cross-média ou comme disait Maud, l'ancien monde, voilà, les producteurs, les auteurs n'ont plus la même place, ne peuvent plus avoir la même place. Et il y a vraiment un espace qui est laissé aux consommateurs, aux participants, aux fans ou à l'apprenant. Si on étendait là à la formation, l'apprenant joue un rôle et alimente finalement cet univers global. Anne-Charlotte, Maud, je fais juste une petite intervention pour prévenir les intervenants qu'il vous reste une douzaine de minutes de conférence avant de passer à la session des questions-réponses. Ça marche. Ok. Du coup, on fait un peu finalement une synthèse de ce qu'on a vu, là, de ce qu'on vient de voir. On peut retenir en fait 4 ingrédients clés du transmédia.
qui sont l'univers, qu'on appelle aussi Story World, donc plusieurs points d'entrée dans l'univers et la possibilité, enfin c'est intrinsèque au dispositif, donner à l'utilisateur, au consommateur, plusieurs angles de vue, ou en tout cas différentes perspectives. De multiples supports médiatiques, on a vu, complémentaires, digitaux ou pas digitaux, d'ailleurs. Hein. Donc en termes de technologie, il ne faut pas s'imaginer qu'il faut absolument avoir tous les devices possibles et être ultra geek. Une communauté engagée, ça c'est fondamental aussi. Une participation des fans à l'enrichissement de l'univers, ça fait partie des piliers du transmédia. Des fans qu'il faut acquérir et la communauté de fans, il faut la nourrir. Voilà. Et quatrième ingrédient, les parcours délinéarisés, interactifs, donc des récits qui ne sont pas linéaires, comme c'est donc souvent le cas dans d'autres contextes de communication ou de formation. Ce qui nous amène... Voilà, et donc fort de tous ces constats et de ce qu'on vient de voir là, sur la culture transmédia, nous on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas tirer profit de l'émergence d'une telle culture et des usages digitaux qui développent pour revoir la façon dont on aborde la formation en entreprise? Voilà. Ouais, évidemment, l'idée, c'est pas de tout remettre en question, mais c'est de voir en fait quelles sont les passerelles qu'on peut créer et de rendre ces mondes un peu interopérants et perméables les uns aux autres. Donc voilà, l'idée, ce serait d'avoir une vision globale des initiatives de formation en entreprise et d'établir donc une stratégie ou des stratégies pour identifier des thèmes ou des projets qui pourraient faire l'objet d'un traitement transmédia. Donc à ce titre-là, donc on va vous parler juste après d'un projet comme ça. Bon, c'était pas en entreprise, c'était dans un lycée. Dans des lycées, voilà. Mais on vous donnera un exemple d'un projet transmédia qui a visée éducative en fait. Donc les passerelles donc, entre la e-formation et le transmédia, bon, comme vous l'avez compris, on l'a déjà dit, mais on vous le répète, hein, l'approche narrative en fait, du transmédia nous paraît vraiment intéressante à décliner en pédagogie. Parce que évidemment, elle remet l'individu au centre de l'histoire, elle lui permet de coécrire, de co-construire, et ça nous parle et ça nous ramène à l'approche socio-constructiviste où en fait, on va ou permettre en tout cas à l'apprenant de co-construire, de participer à la construction des contenus et donc de s'impliquer, de s'engager dans son apprentissage. Donc voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure en fait, quand on parlait de convergence, il y a une vraie rupture dans le rapport au contenu, il y a même un bouleversement dans l'appropriation des contenus. Le public donc coécrit l'histoire, s'engage à la construction de l'univers et c'est ce changement de paradigme qui nous donne envie de réfléchir en fait à des façons d'intégrer ces nouveaux usages dans nos formations. Donc voilà, ici une petite étude de cas. Voilà. Donc en fait, il s'agit d'un dispositif pour la formation qui a été développé en Floride, dans 17 lycées, pour des lycéens de 13 à 17 ans. Et on a créé en fait comment dire, une entreprise fictive. Donc l'histoire, c'est quoi? C'est Cosmic Voyager Enterprises, qui est une entreprise de fret spatial basée en Floride, qui emploie un grand nombre d'habitants des villes alentours et qui prend très au sérieux sa mission de responsabilité sociale d'entreprise. Bon, qu'est-ce qui se passe? Boum, le 6 février 2012, l'une de ces fusées s'écrase dans une petite ville de Floride, ce qui cause des dégâts physiques et des effets néfastes à long terme sur l'environnement. Du moins, c'est ce qu'on présume. Excusez-moi.
Donc, l'idée, c'est d'engager les étudiants, les lycéens, dans cette histoire, dans cet univers, et de leur faire vivre une expérience, on va dire quasi réelle, en tout cas qui simule un cas réel. simule, voilà, un cas réel. L'expérience justement en question, c'est quoi? C'est que les étudiants travaillaient en équipe de 5 et que chacun incarnait un rôle clé en termes de un rôle de management. manager au sein de l'entreprise, par exemple un CEO. Voilà. Les éléments de brief étaient donnés par des personnages fictifs qui venaient dans la classe et qui jouaient des rôles donc, bien précis. C'était des personnes internes ou externes à l'entreprise, donc l'entreprise est fictive bien sûr. Et chaque étudiant recevait toutes les informations spécifiques à son rôle de la part de ces personnes externes ou internes à l'entreprise. Et la communication donc entre ces personnages fictifs et les étudiants se faisait au travers de réseaux sociaux, mail, Twitter, Facebook, voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que les étudiants devaient trouver ensemble les solutions et partager leurs informations. On leur donnait un budget fictif qui n'était pas en mesure de couvrir l'intégralité de leurs besoins. Donc, ils devaient trouver des solutions et faire des compromis. Bien sûr, tout ça engendrait des discussions à la fois éthiques et financières. Ce qui est intéressant, puisque voilà, les objectifs des objectifs pédagogiques, c'était bon, l'acquisition de connaissances en éthique et en économie, la simulation d'un cas réel, la résolution de problèmes en autonomie, le travail collaboratif et la compréhension des nouveaux médias. Donc ça fait beaucoup d'objectifs pédagogiques, ce qu'un tel dispositif permettait d'atteindre. Donc en termes de production, donc d'outils, on avait donc dans ce dispositif, on avait YouTube avec beaucoup de vidéos en fait qui permettaient de diffuser donc de l'information, de faire de l'apport d'informations sur la crise, en tout cas le cas à gérer par les étudiants. On avait donc Facebook et Twitter qui correspondaient donc au profil de ces fameux personnages fictifs qui étaient aussi, eux, générateurs d'informations et qui alimentaient donc les groupes d'étudiants pour qu'ils puissent résoudre leurs cas. On avait donc un faux site corporate, donc le faux site, enfin le site de la fausse entreprise. On avait des rapports sous forme de documents PDF. Et les enseignants, donc les vrais enseignants cette fois, étaient eux accompagnés en fait par des vrais businessmen, enfin des vrais chargés d'affaires, des responsables d'entreprise en fait, afin donc qu'ils puissent vraiment encadrer les étudiants dans le cadre de cette ARG, enfin de ce jeu à réalité alternée. Voilà, donc ça c'était un petit aperçu rapide des médias qui avaient été utilisés. Donc ça, c'était effectivement pour des lycées, mais on pourrait très bien imaginer des cas de dispositifs similaires en entreprise, puisque notamment on demandait aux étudiants de rédiger les rapports, on peut tout à fait rapprocher ce type de dispositif à des besoins de montée en compétences en entreprise. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est complexe. Et là, on va pas vous dire non, c'est pas complexe, mais donc puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, on va peut-être. Alors, les gens ne s'étonnent pas de la complexité. Refaire la par contre, quelqu'un indique dispositif coûteux. Oui, oui, bien sûr. Alors, il anticipe sur les questions qu'on va vous poser juste après. Et effectivement, ça fait partie des freins qu'on a identifiés et qu'on imagine bien que vous allez nous poser aussi. Bon, rapidement, donc si on vous parlait d'ingrédients tout à l'heure, donc voilà, si on devait faire une recette, si on devait adapter la recette du transmédia à la formation, donc en gros, ce qu'il faudrait vraiment s'attacher à faire, c'est donc à raconter une histoire autrement et penser au point d'entrée. Donc c'est de créer un univers et de le diffuser sur plusieurs médias. Donc c'est lié avec ce qu'on vient de voir sur l'histoire et les points d'entrée. Donc proposer une expérience de divertissement enrichie. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans du jeu vidéo, mais ça veut dire que on permet à l'apprenant de participer au dispositif
Et donc, c'est en ça qu'on parle d'expérience. Et donc, on favorise effectivement la participation et l'engagement. Donc, je vais rapidement aller au sondage. Finalement, si c'est déjà là que vous en êtes, c'est qu'on est dans la même logique. Donc voilà. Donc, en fait, voilà, nous, ce qui nous a effectivement paru important, c'est d'identifier les freins à la mise en place d'un dispositif transmédia pédagogique dans une entreprise. Donc, effectivement, les freins qu'on a identifiés, c'est les budgets. Est-ce que ce serait trop coûteux? C'est l'organisation. Est-ce que ce serait trop complexe à mettre en œuvre en termes opérationnels? Est-ce que ce serait trop compliqué aussi techniquement? Parce qu'il y a un équipement dont on ne dispose pas. Ou est-ce que c'est tout simplement trop éloigné de la culture de votre organisation ou de votre entreprise? Donc, pendant que vous répondez donc à ce sondage, donc effectivement, nous, on a fait ces constats-là aussi. Et ce qu'on imaginait, c'est que le transmédia, finalement, pourrait nous permettre de lever un certain nombre de ces freins. Je m'explique, donc notamment par rapport au budget. C'est vrai que les budgets de formation sont un peu restreints. Mais l'occasion de travailler donc dans la transdisciplinarité du transmédia nous permettrait aussi peut-être de capitaliser sur des besoins de formation qu'on trouverait à différents niveaux de l'entreprise, de capitaliser aussi sur des budgets, parce que si finalement on part dans la création d'un univers, eh bien tout le monde va mettre un peu la main à la pâte, c'est-à-dire que le service com pourrait lui se charger de faire tout ce qui est newsletter, mail, campagne de mail et même affichage en interne, mais bien sûr tout cela relié à la formation en question. Les équipes de formation digitale ou autres s'occuperaient effectivement de la conception des contenus. Enfin voilà, et les équipes de marketing pourraient effectivement travailler aussi pour mettre en place un marketing autour de ce dispositif dans l'entreprise. Et voilà, c'était donc pour nous le transmédia, c'était vraiment une façon aussi de mutualiser les besoins et de peut-être mutualiser les budgets. Voilà. Ce qu'on pourrait dire aussi, avant de fermer le sondage, oui, il y a des freins. Effectivement, et en effet, on constate qu'il y a des contraintes budgétaires, des contraintes réglementaires, des contraintes techniques, de sécurité, les informations qui rentrent et qui sortent de l'entreprise, par exemple, qui vont se mettre en travers du chemin. Mais en même temps, ces problèmes-là, de toute manière, on doit y faire face, on les a, quel que soit le type de dispositif qu'on met en place pour se former. Ce qu'on constate aussi, c'est que bien souvent, finalement, on consomme quand même beaucoup de budget à concevoir des contenus qui restent sur du descendant, notamment. Et on ne fait pas vivre ces contenus. On ne fait pas vraiment vivre, d'une part, les contenus et le dispositif ou la plateforme, par exemple, si on parlait des LMS. Donc de toute façon, ces questions, elles sont face aux entreprises, on tente d'y répondre. Et par ailleurs, on n'est pas obligé non plus de penser à un dispositif transmédia qui se base sur une histoire type Star Wars ou quelque chose de très 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 compliqué. Ou encore, au contraire, on n'est pas obligé d'inventer une histoire complètement nouvelle, mais comme on a vu, on peut partir de quelque chose de connu et tirer des fils. Ou encore en entreprise, justement, se baser sur la culture dans l'entreprise, ses valeurs, son domaine d'activité. Et ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise, elle est faite d'humains et d'experts, de gens qui ont beaucoup de connaissances et à différents niveaux. Et finalement, créer un univers, un espace pour que chacun puisse prendre un peu sa place et contribuer, ça nous paraît être une approche qui finalement qui colle aux besoins, qui colle aux besoins et qui finalement est presque naturelle par rapport à l'évolution des usages des médias dans les autres sphères, c'est-à-dire publiques, intimes, enfin privées en tout cas, individuelles, et non pas que en entreprise.
Alors évidemment, c'est sûr qu'il y a quand même... je partage les résultats du sondage. Donc effectivement, 37% trop coûteux par rapport au budget de la formation. 37% également, c'est trop éloigné de la culture de mon entreprise. 21%, l'organisation d'un projet transmédia est trop complexe. Et 5% nécessiterait des équipements trop importants. Bon, bah déjà, voilà, on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas forcément besoin d'équipements particuliers, en tout cas pas démesurés par rapport à ce qu'il y a déjà une entreprise en général. Voilà. Après, effectivement, on l'a vu dans l'organisation, oui, aujourd'hui, on travaille encore beaucoup en silo. En général, les départements formation peinent à récupérer les infos auprès des experts, par exemple, pour pouvoir monter des dispositifs efficaces voilà, pour permettre de monter en compétences. Donc oui, c'est sûr, il faut faire face à ces contraintes, mais que ça ne nous empêche pas d'avoir un peu d'audace, de penser à d'autres formes de dispositifs. Et d'ailleurs, enfin, voilà, il y a effectivement, le transmédia n'est pas la baguette magique qui résoudra tous ces problèmes, évidemment, mais il peut, en tous les cas, permettre d'y répondre avec un autre, sous un autre angle. En fait, c'est de voir les problèmes sous un autre angle et donc de trouver des réponses sans forcément que ça génère plus de coûts. Bon, ça génère de toute façon, de par l'aspect transdisciplinaire, plus d'organisation. Et c'est vrai que ça nécessite de travailler, de s'organiser en équipe transverse. Et ça, c'est pas forcément toujours évident non plus. Mais au-delà de ça, l'approche transmédia pourrait résoudre, en tout cas, beaucoup des points, des problématiques qu'on vient de soulever là ensemble au travers de ce sondage. Et c'est aussi pour ça que ça nous intéresse de faire le lien entre transmédia et formation. Ce n'est pas uniquement la façon dont on va aborder les contenus, mais c'est aussi la façon dont on va devoir s'organiser autour de la mise en place de cet univers et de ces dispositifs qui nous paraissait être intéressante. Voilà. Donc voilà, pour nous finalement, ce qu'on a envie de dire aussi maintenant par rapport à l'entreprise, c'est que le dispositif transmédia, enfin un dispositif transmédia, ça nous permet de vivre et de partager une expérience collective en entreprise. Bon, l'organisation transversale, on en a parlé, d'enrichir l'expérience d'apprentissage, et ça, l'expérience, on a envie vraiment de le mettre au devant parce que voilà, l'expérience, aujourd'hui, ben, en général, on voit que les collaborateurs ont du mal à se connecter ou à revenir pour se former régulièrement en continu, vu que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on monte en compétences réellement. Voilà, donc faire émerger une communauté apprenante, experte et progresser en spirale, voilà, pour que chacun puisse apporter sa pierre finalement. Elle est difficile. Il va Voilà, nous donc rester assez peu de temps, désolée de vous Oui, presser, bien, mesdames, faites-nous pression, on parce le fait. qu'il faudrait qu'on ait un petit peu de temps pour répondre Oui, aux questions. J'en ai noté combien de quelques temps il reste pour les questions? Je vois... très peu de temps puisqu'il est Ah oui. 13h53. Est-ce qu'on a beaucoup de questions Moi, j'en ai noté au moins 6 qui seraient intéressantes de Ah, bien. traiter. Alors maintenant, ce que je vous propose aussi, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de mettre aussi des liens sur le site internet. Les intervenantes pourront rédiger des réponses aux questions qui ont été posées. Et voilà, comme ça, vous aurez des premiers éléments de réponse par écrit. Tout à fait. Ok. Nous, ce qu'on vous propose aussi par la suite, c'est de nous contacter également si vous avez envie de discuter avec nous ou pour approfondir des sujets ou pour, pourquoi pas, envisager de mettre en place un projet transmédia ensemble. Alors, on passe aux questions. Alors, on passe aux questions. Je vais reprendre dans l'ordre chronologique d'arrivée.
Tuc, tuc, tuc. Voilà, j'avais noté celle-ci. Oui, quand vous parliez tout à l'heure de transmédia, cross-média, etc., une personne faisait la remarque, les infos données pour distinguer les 3 approches sont denses. Quelles sont simplement les caractéristiques de chaque approche afin de pouvoir facilement les différencier? 1 ou 2 mots-clés par approche, si vous pouviez Alors, 1 ou 2 deviez mots-clés par résumer, approche. voilà, Oh, vous deviez ouais. résumer en 1 ou 2 mots-clés chaque Ok. approche. Donc, pour plurimédia, on commence bien par plurimédia, on est d'accord? Mhm. Oui, ok. Donc, plurimédia, le mot-clé, c'est différents médias sans interaction entre eux. Pas de progression, pas de logique de progression. Cross-média, c'est faire interagir des médias entre eux et encourager la progression. Et transmédia, c'est créer un univers avec de multiples points d'entrée et faire en sorte que le tout soit plus satisfaisant que la somme des parties. Alors justement, il y avait une question sur les points d'entrée. Pouvez-vous préciser la notion de plusieurs points d'entrée? C'était une autre question. D'accord. Alors si on reprend donc le petit schéma, c'est les points d'entrée dans l'univers, ça va être un film, ça c'est un point d'entrée, un jeu vidéo, notre point d'entrée, une série télévisée, des bandes dessinées. Voilà, ça ce sont les points d'entrée dans l'univers de l'œuvre originale du Petit Prince. Et dans le domaine de la formation, autre question, c'est bien parce que ça s'enchaîne. Dans le domaine de la formation, ça pourrait donner quoi? Alors, plusieurs points d'entrée. Par exemple, on pourrait imaginer que on utilise un média du type, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mais en fait, c'est vrai que c'est pas ce qu'on a forcément. Enfin, on est passé assez rapidement sur l'étude de cas. En tous les cas, on n'a peut-être pas assez insisté sur les parallèles. Mais c'était pour ça qu'on vous parlait de l'étude de cas. C'est que là, typiquement, bon, qu'est-ce qui a été mis en place? C'est un jeu, ce qu'on appelle une ARG, un jeu à réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on va mêler fiction et réalité et qu'on va faire résoudre un problème à des étudiants en les mettant en situation d'un cas réel et en créant aussi, en apportant aussi des éléments fictionnels à cette histoire, puisqu'on crée une fausse entreprise, on crée des faux personnages, on crée un faux problème. Mais dans la réalité des faits, les étudiants sont quand même là pour résoudre des problématiques, interagir avec des outils et des vrais gens et rendre un contenu à la fin, donc rendre un rapport. Donc il y a concrètement dans la réalité des répercussions de ce jeu. Je voudrais juste revenir sur les points d'entrée. Peut-être pour dire que ce qui peut illustrer ça dans notre exemple, c'est les BD qu'on avait imaginées, les BD autour de personnages secondaires, par exemple du renard ou de la fleur. C'est un point d'entrée dans l'univers qui nous permet de faire un focus sur les personnages secondaires. Avec un autre média, par exemple le film, on déroule un scénario, une histoire, un récit, pourquoi pas le récit principal, c'est ce qu'on avait dit. Et puis dans le jeu vidéo, on va permettre aux utilisateurs d'aborder d'autres points, de développer pourquoi pas des aptitudes donc autour du jeu, et d'aborder l'histoire ou une thématique, si on est en formation, une thématique qui permet d'aborder des connaissances, des savoirs, mais de les aborder donc de différentes façons. Et en fait, tout ça, c'est des récits qui sont principaux ou secondaires, qui s'alimentent, qui se répondent,
et par l'action aussi du public, puisqu'il participe, il réagit, etc. Alors évidemment, après, ça dépend des dispositifs, parce qu'il y a des règles dans les dispositifs, donc ça dépend comment on va poser ces règles. Il va y avoir plus ou moins de liberté, certainement, mais il y a quand même cette notion que, malgré les règles, la parole, quand même, une forme de narration est donnée au public. Donc, si on devait transposer l'étude de cas Cosmic Voyage Enterprises en entreprise, on pourrait dire qu'on est dans le cadre de la formation de middle manager. On les forme sur la communication de crise. Donc, on crée donc un cas fictif. Donc, l'entreprise dans laquelle on travaille subit une crise et il va falloir qu'elle communique sur cette crise à l'extérieur. Donc, comment les managers vont gérer cette situation de crise? Ça, c'est l'objet de la formation, c'est la thématique de la formation. Donc, on commence par donc un des points d'entrée dans l'univers, mais ça va être le cas, le cas réel. Donc, on va peut-être créer une fausse annonce, on va peut-être créer une fausse annonce radio, je sais pas moi, une fausse annonce pas publicitaire, mais une fausse annonce radio, une fausse communication interne. Donc ça, c'est un point d'entrée dans l'histoire. C'est comme ça que les managers apprennent qu'il s'est passé tel ou tel truc. Après, on va les mettre en face donc de faux personnages au travers d'outils. Donc, si l'entreprise a un réseau social, des outils type réseaux sociaux d'entreprise, on utilisera ces outils-là pour que les managers donc, puissent échanger donc, au travers de mails ou au travers de chats ou au travers de que sais-je. Tout dépendra des outils dont dispose l'entreprise, mais l'important c'est de garder en tête que on va alimenter les apprenants, donc les managers, de messages qui vont donc leur permettre de résoudre le problème qui leur est posé, on leur souhaite. Et puis, on peut aussi imaginer donc il y a un module e-learning qui arrive à un moment donné parce qu'il manque d'informations par rapport à la gestion de crise. Donc, on leur fait un petit module d'auto-formation sur la gestion de crise. Voilà, ils savent où aller chercher cette information-là. Et puis, au final, on crée toute une série de jeux de rôle en présentiel où là, on a des comédiens qui viennent et qui jouent le rôle du public, de la société, voilà, si la crise, ou de journalistes, voilà, typiquement de journalistes. Et donc, là, le manager est mis en situation de communication et doit donc pouvoir répondre aux journalistes. On crée une fausse conférence de presse. Voilà, ça pourrait être une façon de décliner un dispositif transmédia lié à la formation en entreprise. Merci beaucoup, Maude. Je pense que c'était une bonne façon de conclure et de présenter les passerelles entre le transmédia et la formation, ce qui était un petit peu l'objet de la conférence. Merci à tous, vous avez été jusqu'à une soixantaine à nous suivre en direct, donc merci à tous d'avoir assisté à cette webconférence. Merci à Anne-Charlotte, merci à Maude. Vous retrouverez la vidéo de cette webconférence sur la chaîne YouTube de Learning Sphere dès ce soir et sur le site de l'association dans les jours à venir. Et nous mettrons, la question nous a été posée plusieurs fois, le PDF qui a été projeté, nous le mettrons également à disposition, ainsi que les réponses aux questions auxquelles, hélas, nous n'avons pas eu le temps de répondre. Merci à tout le monde et merci à tous les participants. Merci à Anne-Charlotte, à Maude, à Laurent. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine webconférence. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Je ferme le webinaire.